Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à un véritable monument de la littérature française, La Princesse de Clèves. On est en 1678, l'autrice c'est Madame de La Fayette, et attention, ce n'est pas juste un vieux roman d'époque, c'est tout simplement l'un des tout premiers romans d'analyse psychologique, une œuvre qui a complètement changé la façon de raconter les tourments du cœur. Alors voilà, le roman nous lance direct face à une énigme qui fascine depuis des siècles. On a une héroïne, elle est belle, riche, vertueuse, mariée à un homme qui l'adore, et elle rencontre le grand amour. Et pourtant, à la toute fin, elle fait un choix qui, franchement, a l'air complètement incompréhensible. C'est ce choix qu'on va essayer de décortiquer ensemble. Pour comprendre sa décision, il faut d'abord planter le décor. On est à la cour du roi Henri II, au beau milieu du XVIe siècle. Et cette cour, ce n'est pas juste une toile de fond. Non, c'est un personnage à part entière. C'est une véritable scène de théâtre où chaque geste est une performance. Dès le début, l'autrice nous plonge dans un monde de splendeur absolue. Il faut s'imaginer des bals en permanence, des tournois, des fêtes royales, un univers de luxe et de raffinement poussé à l'extrême. En surface, tout est éblouissant, on a l'impression d'une fête perpétuelle. Mais sous ce vernis qui brille, la réalité est beaucoup plus sombre. Cette cour, en fait, c'est une cage dorée. L'intimité, ça n'existe pas. Chaque regard est une évaluation, chaque conversation est une stratégie. L'amour n'est jamais vraiment pur, il est toujours lié aux ambitions, à la politique. Dans ce monde où l'apparence règne, être authentique, montrer une émotion sincère, c'est une faiblesse mortelle. Et c'est précisément dans ce contexte que va naître le grand conflit du roman. Un conflit incarné par deux hommes qui vont littéralement déchirer le cœur de la princesse. Le dilemme de la princesse est là, noir sur blanc. D'à côté, il y a son mari, Monsieur de Clèves. Lui, il représente le devoir, la sécurité, une affection respectueuse et profonde. C'est l'homme qu'on estime, le pilier. Et de l'autre, le duc de Nemours, le séducteur par excellence. Il incarne la passion, le désir foudroyant, le danger. Lui, c'est l'homme qu'on aime, celui qui fait tout basculer. Ce sens du devoir si fort chez la princesse, il ne sort pas de nulle part. Il a été sculpté par sa mère, Madame de Chartres. Et sa méthode d'éducation est assez fascinante. Elle ne diabolise pas l'amour, au contraire. Elle lui en montre tout l'attrait pour mieux la convaincre de son pouvoir destructeur. Pour elle, la passion, c'est une force qui menace l'honneur et la paix d'une femme. Cette passion interdite, elle ne tombe pas du ciel. Elle se construit à travers des scènes clés où tout tourne autour du regard. La première rencontre au bal, c'est un coup de foudre silencieux, une admiration mutuelle. Puis il y a ce portrait que Nemours vole. C'est un acte de possession par l'image. Et enfin, le sommet, c'est la scène du pavillon, où il l'épie sans être vu. Le regard ici, il crée la tentation, mais c'est aussi lui qui risque de tout trahir. Et c'est là que le roman devient absolument révolutionnaire. Parce que l'action principale, elle ne se passe pas dans les balles ou les couloirs de la cour. Non, elle se déplace à l'intérieur d'un personnage. C'est la question clé. Avec tous ces complots, ces rivalités, ces fêtes, où est-ce que le drame se joue vraiment ? Le véritable champ de bataille, c'est la conscience de la princesse de Clèves elle-même. C'est sa lutte intérieure, acharnée, contre ses propres sentiments. Madame de La Fayette invente carrément une nouvelle façon d'écrire. Elle nous donne un accès direct aux monologues intérieurs de son héroïne. On suit son combat moral pas à pas, chaque doute, chaque peur. Et puis, il y a cette scène incroyable de l'aveu. Elle avoue sa passion à son mari. Pas pour le quitter, non, mais pour lui demander de l'aide, de la protéger d'elle-même. C'est une tragédie morale qui se joue sous nos yeux, bien plus qu'une simple histoire d'amour contrarié. Ces mots, ce sont ceux de sa mère sur son lit de mort, et ils résonnent comme une sentence. Ils résument tout le poids qui pèse sur les épaules de la princesse. Sa loyauté envers son mari, bien sûr, mais aussi, et peut-être surtout, sa loyauté envers elle-même, envers l'idée qu'elle se fait de sa propre vertu. Alors, revenons-en à notre question du début. Pourquoi ce refus? Pourquoi dire non alors que la mort de son mari la laisse enfin libre d'épouser Nemours? Sa décision, ce n'est pas un coup de tête, loin de là. C'est le fruit d'une analyse, d'une lucidité implacable, presque froide. D'abord, elle voit la passion comme une maladie, une force qui détruit tout. Ensuite, elle est réaliste. Nemours, aussi sincère soit-il, est un homme à femme. Pourrait-il vraiment changer? Elle en doute. Elle anticipe déjà la jalousie qui viendrait tout gâcher. Sa conclusion est donc terrible, leur bonheur serait bref et se transformerait inévitablement en souffrance. La seule issue pour elle, c'est la fuite. Cette logique implacable la fait entrer directement au panthéon des grandes héroïnes tragiques. Un peu comme Phèdre chez Racine, elle est piégée dans un conflit moral sans issue. Et toute sa grandeur vient justement de cette lutte contre une fatalité qui, en fin de compte, n'est autre que sa propre passion. On peut donc voir son refus sous un tout autre angle. Ce n'est pas juste une négation. C'est peut-être au contraire l'affirmation la plus forte de son identité. Dans ce monde où il faut sans cesse paraître, elle
Elle choisit d'être fidèle à ses principes, même si le prix à payer est la solitude et le renoncement au bonheur. Et c'est toute la question que ce roman, écrit il y a plus de 300 ans, continue de nous poser aujourd'hui. Ce choix final, est-ce un acte de soumission à une morale écrasante, ou est-ce au contraire l'acte d'émancipation ultime d'une femme qui choisit son propre chemin, envers et contre tous? La question reste ouverte. Merci de nous avoir suivis.